Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est à la veille de la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, mais pour la fêter, encore faut-il avoir trouvé l'âme sœur. Et notre invité peut être d'un grand secours en la matière. Fanny Jameau, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Vous dirigez l'agence matrimoniale Avenir Complice. Vous allez tout nous dire tout à l'heure sur votre rôle. Sortie à deux ou en solo, Sandrine a plein de bonnes idées à vous proposer. Coucou. Coucou. Et puis tu vas aussi nous faire découvrir un spécialiste du net. Ouais. Dans cette émission, on évoquera aussi la santé des entreprises du Grand Est et celle de notre chaîne Mosaïque Cristal qui a tenu son assemblée générale hier soir. On ira au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines où des anciens élèves devenus professionnels de la restauration ont préparé un dîner avec les lycéens. Côté histoire, on s'intéressera à l'or blanc du pays d'Albe, le sel, qui a contribué à l'essor économique de Sarralbe, en particulier au 19e siècle. Mais on va d'abord s'intéresser au présent. L'hôpital Robert Pax est en plein chantier. Marie est sur place. Bonjour. Bonjour. Une nouvelle activité va démarrer officiellement à partir du deuxième trimestre, c'est la médecine nucléaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ah oui Julia, les activités de scintigraphie étaient déjà pratiquées ici, mais à partir du deuxième trimestre 2020, il y aura donc cette nouvelle activité, la médecine nucléaire. Deux gamma caméras hybrides couplées avec le scanner seront ici sur place. Une sera rapatriée du site de Frémin-Merlebach et une sera achetée, donc toute neuve. Et surtout, il y aura un PET scan, suivant qu'on le prononce à la française ou à l'américaine, l'anglaise. La position permet de déceler notamment les cancers. C'est une machine qui a coûté 2 millions d'euros, qui est neuve, qui sera neuve et qui a notamment été subventionnée par la Ligue contre le cancer à hauteur de 120 000 euros. Ce chantier est colossal, 7,3 millions d'euros, chantier réalisé grâce à la CASC, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confiance, qui a fait le prêt et tout simplement qui permettra la réalisation de ces travaux puisque l'hôpital Robert Pax remboursera la collectivité par la suite. Merci Marie et puis merci à Uranie pour les images. On revient vers vous dans un tout petit instant pour en savoir encore plus. Tout ça juste le temps de survoler l'actu du jour. L'Agglo booste le très haut débit. Pas de circulation ferroviaire entre Metz et Sarrebruck. Les récentes intempéries ont engendré hier matin un affaissement de talus près de la gare de Créange. Heureusement, pas au moment où un train passait. La circulation dans le sens Sarrebruck-Metz est pour le moment maintenue, mais aucun TER ni TGV ne circule dans l'autre sens. L'ICE Paris-Francfort est dérouté vers Karlsruhe. Des cars de substitution sont mis en place pour remplacer des TER. Le trafic risque d'être perturbé pendant plusieurs semaines. La SNCF vous invite à vous renseigner en gare ou sur son application mobile. Des poutres en très mauvais état, des câbles précontraints, corrodés et inefficaces, le pont qui relie Sarralbe à Reich présente des signes de faiblesse évidents. Pour éviter tout risque, le département de la Moselle a décidé de reconstruire cet ouvrage qui enjambe le canal des Houillères. Les travaux pourraient commencer en juin et le pont devrait en principe être livré en début d'année 2021. 1,4 million d'euros seront nécessaires pour réaliser cette opération qui consistera à construire un nouvel ouvrage en acier et en béton semblable à celui qui a été récemment reconstruit entre Sarralbe et Salzbronn. 2019, une bonne année pour les entreprises du Grand Est. Une enquête a été réalisée par la Banque de France. Les secteurs de l'industrie, de la construction et les services marchands enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires. Concernant les perspectives pour 2020, les chefs d'entreprise prévoient en revanche un tassement de leur activité compte tenu du niveau actuel de leur carnet de commandes. Et pour les news côté météo, c'est Sandrine qui a les infos. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Le ciel reste variable pour demain avec quelques averses prévues. De la neige est même attendue sur les sommets vosgiens. Les éclaircies se feront plus nombreuses l'après-midi, mais ça ne se ressent pas vraiment du côté des températures. Elles restent fraîches avec de 1 à 3 degrés au minimum et de 8 à 10 degrés au maximum. Demain, vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Le soleil nous accompagnera de 7h41 à 17h49. Et vous allez le voir tout à l'heure, je vous parlerai de voyage, mais je vous emmène déjà au Pérou avec notre photo du jour envoyée par un téléspectateur très fidèle. Merci à Alonso pour cette photo et vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail à cette adresse ou sur notre page Facebook. La communauté des communes Place Eniea Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Qui dit médecine nucléaire dit normes spécifiques en termes de construction de bâtiments. On les passe en revue avec l'ingénieur en charge des travaux à Sarreguemines. Pour un chantier de médecine nucléaire, à quoi faut-il absolument faire attention ? À la fois ce qui est radioprotection, donc respecter les plombages nécessaires pour éviter que les radiations puissent contaminer d'autres personnes, pour protéger les personnes, et également tout ce qui est ventilation pour la partie radiopharmacie. Les médicaments seront préparés dans un local où l'air devrait être filtré et renouvelé. Le bâtiment pourrait presque s'apparenter à un bunker, seulement en apparence. Si des normes sont à respecter et importantes, elles ne sont pas excessives, car ici, il n'y aura pas de curithérapie. Toutefois, il faut éviter la contamination radioactive, d'abord avec des murs en béton, épais par endroits jusqu'à 30 cm. Mais surtout avec le traitement des déchets radioactifs. On maîtrise les produits qui sont injectés, donc on connaît donc leur durée de vie de décroissance, parce que les éléments radioactifs ont une vie sur laquelle ils ont une activité, et l'activité décroît progressivement. Donc on maîtrise ces durées-là. Donc les eaux qui sont chargées en radioactivité sont stockées pendant des durées déterminées, calculées, pour que quand on les rejette, elles n'aient plus d'activité. Reste à gérer les flux de produits et de personnes. Ça, c'est la partie aménagement du bâtiment qui permettra de gérer cette problématique. On est maintenant en liaison avec Damien Clerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cadre supérieur de santé du pôle médico-technique et à ce titre, vous avez notamment fait part des besoins aux ingénieurs et aux architectes. Quel a été exactement votre rôle ? Oui, avec ma collègue de médecine nucléaire, on a défini les besoins, donc à la fois les circuits des patients, le circuit du personnel, le circuit des médicaments, et puis la configuration des salles pour pouvoir prendre en charge correctement les patients. Alors on a entendu dire que du matériel et du personnel avaient déjà été rapatriés avant même le début de l'activité. En fait, ça serait une fausse information liée probablement à une mauvaise compréhension. Alors dites-nous, avec ce nouveau bâtiment de médecine nucléaire, qu'est-ce qui va changer pour les équipes qui travaillent actuellement à Frémin-Merlebach ? Alors, les équipes qui sont à Frémin-Merlebach vont venir en fait travailler sur le site de Robert Pax. En fait, ils ont déjà intégré l'hôpital sur un plan administratif. C'est peut-être ça l'information que vous avez. Donc, depuis 2015, ils font partie de notre personnel. Ils vont donc venir physiquement avec une des machines et les autres machines seront renouvelées sur place. Alors, ce qui intéresse le plus nos téléspectateurs, évidemment, c'est surtout ce que cela va changer pour les patients d'avoir ce service de médecine nucléaire à Sarreguemines. Alors, expliquez-nous. Alors pour les patients de Sarreguemines, ça leur permettra d'avoir leur examen de scintigraphie plus près. Ils ne seront pas obligés d'aller sur le site de Frémin. Bon, il est vrai que ça sera plus loin pour ceux qui habitent Frémin. Mais notamment pour nos patients hospitalisés, c'était compliqué aujourd'hui de faire des examens. Il fallait quand même utiliser un trajet en ambulance et d'amener jusqu'à Frémin. Certains examens durent 3 à 4 heures, donc il fallait les laisser là-bas et revenir. Donc là, ce sera quand même plus confortable parce que tout sera dans les locaux de l'hôpital Robert Pax. Et est-ce qu'on va gagner du temps ? Quels seront les délais, par exemple, pour passer un PET scan ? Alors, au niveau gagner du temps, pour les 2 machines et 2 scintigraphies, on aura toujours 2 appareils, donc on va avoir les mêmes délais. Par contre, pour le PET scan, ce sera la nouvelle activité. Donc, on va démarrer avec un petit nombre de patients, puis on va augmenter par palier de façon à réguler les délais au fur et à mesure. On va essayer d'avoir des délais de moins d'1 mois, voire de moins de 3 semaines pour les examens. Et je crois que tout le monde a hâte de découvrir ça. En tout cas, merci beaucoup Damien Clerc d'avoir répondu en direct sur Mosaïque Cristal. On va maintenant faire un rapide tour d'horizon de l'aménagement de ce bâtiment. 1200 mètres carrés de bâtiments en cours de construction. La médecine nucléaire sera accessible depuis le hall où se font actuellement les admissions, au niveau de l'actuelle cafétéria. Outre la zone d'accueil, 2 salles d'attente et 4 box seront aménagées pour l'accueil des patients.
Assis ou couché, tout le monde pourra être pris en charge. La zone d'attente, les patients vont rentrer par ici. On a les zones d'injection dans lesquelles on va injecter au patient le traceur radioactif qui va donner l'image au niveau de la caméra. Et après, le patient, après un temps de repos pour que le produit puisse se fixer sur les zones à voir, sur les zones, sur l'organe du corps humain qu'on veut regarder sur la caméra. Après, on ira le mettre dans le PET scan pour que c'est une sorte de scanner amélioré qui permet de voir après le fonctionnement de l'organe en fonction de ce qu'on a injecté. L'espace contrôlé avec diffusion potentielle de radioactivité ne sera pas accessible au grand public. Et les patients admis pour un PET scan auront une sortie spécifique. En sous-sol, tous les aménagements sont en cours pour respecter les normes en vigueur. Évidemment, non accessible au public. Donc ici on est au sous-sol. Donc au sous-sol on va avoir tous les locaux techniques. Donc une partie technique pour les alimentations du bâtiment, chauffage, électricité, ventilation. Et une partie technique pour les cuves de décroissance. Les cuves de décroissance, c'est ce qui sert à récupérer les eaux de WC et de lavabo pour qu'on s'assure que les effluents liquides, donc les eaux des lavabos et des WC, n'aient plus de radioactivité avant de les relâcher dans le réseau d'eau normal d'évacuation. Le comité de pilotage s'est inspiré des hôpitaux alentours pour aménager ce nouveau bâtiment. Et après la santé, focus sur l'économie. Comment se portent les entreprises de la région? Pour le savoir, la Banque de France réalise des enquêtes annuelles. Elle a interrogé plus de 1500 entreprises du Grand Est dans l'industrie, la construction et les services marchands. Les résultats ont été dévoilés cette semaine à Sarreguemines. Quelle est la tendance? Réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. Tous les secteurs d'activité sont en croissance dans le Grand Est. C'est la tendance principale de l'enquête réalisée par la Banque de France auprès d'un échantillon de 1589 entreprises. Alors 2019, on peut considérer que c'est plutôt une bonne année, avec des progressions quelle que soit l'activité. Alors très bonne croissance de la construction, c'est-à-dire des bâtiments travaux publics, qui vont faire une progression de chiffre d'affaires de 6%, ce qui est quand même très important, et c'est surtout porté par les activités de travaux publics. On constate également une belle évolution dans les services marchands, avec une croissance de 3,4%. C'est moins qu'en 2018, mais la tendance reste positive. Dans l'industrie, la progression est moindre, 0,9%. C'est dû à une dégradation très progressive de ce qu'on appelle l'environnement international. Donc je ne vais pas vous répéter ce que vous pouvez regarder dans la presse économique tous les jours. Et ça n'a pas permis d'atteindre les niveaux escomptés. Et on l'explique très bien par rapport aux résultats de notre enquête dans la forte baisse de la contribution des exportations au chiffre d'affaires, puisque là il est en baisse sensible à moins 12%. Alors que de facto, ça veut dire que la demande intérieure, à contrario, a plutôt bien résisté en France et pour les entreprises du Grand Est. Cette étude permet aussi de présenter les perspectives pour 2020. Elle devrait marquer un ralentissement de la croissance pour les 3 secteurs d'activité. Les entrepreneurs interrogés annoncent un léger tassement de leur activité. On va continuer à croître, mais d'une manière un peu plus modérée, à l'instar de ce qu'on dit pour la France. La croissance 2020 sera un peu plus molle, avec dans l'industrie même un léger recul prévu au niveau du chiffre d'affaires. Dans la construction, toujours une hausse, mais pas aussi importante que cette année. Ça vaut bien comprendre qu'on ne peut pas croître toujours au même rythme, mais dans les services, on va garder aussi un rythme autour de 2,5-3. Donc une année de croissance, mais un peu plus molle en 2020 qu'en 2019. Les chefs d'entreprise peuvent compter sur le soutien de Moselle Attractivité, l'agence de développement économique de la Moselle. Elle prend contact avec les entreprises pour les accompagner dans leurs projets de construction ou d'agrandissement par exemple. Le président de la République a réuni donc dans le cadre de Choose France les investisseurs étrangers et parmi les 12 zones qui ont été sélectionnées pour la France, il y en a 2 en Moselle, la zone d'Illange et la zone de Sarreguemines en bas. De grands projets seraient donc à prévoir pour 2020. Et puisqu'on parle de santé de l'entreprise, focus sur Mosaïque Cristal. 2019, c'était une année test, la première année complète d'activité après la fusion des 2 chaînes de télévision locales, Mosaïque et TV Cristal. Nous étions attendus et nous avons réussi à relever le défi. Les chiffres le prouvent. Ils ont été dévoilés hier soir lors de l'Assemblée Générale. Reportage d'Uranie Tozic, Marie-Morgane Lorenz, Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. La marche était haute, couvrir un territoire de 84 communes riches de 103 000 habitants.
Le tout en assurant un service de télévision de qualité. Certains doutaient de la capacité de Mosaïque Cristal de réussir ce défi. Les chiffres montrent que nous y sommes parvenus. Objectif atteint. Oui, objectif atteint et c'est une satisfaction. 94,7% d'une population de 500 personnes interrogées lors d'une enquête estiment que c'est une bonne évolution. Cette année audiovisuelle a donné lieu à la réalisation de nombreuses vidéos. Hier, lors de son assemblée générale, qui se déroulait au Cinéma Forum, l'association Mosaïque Cristal a présenté ses résultats. 215 émissions quotidiennes ont été présentées en direct. On a reçu en 2019 252 personnes sur notre plateau et réalisé 2240 reportages. Une production importante que l'on espère être de qualité. Quand nous avons une visite, je ne choisis plus aujourd'hui, comme je le faisais au début, la meilleure émission à montrer. Je prends celle de la veille et je sais qu'elle tient la route. Des femmes et des hommes travaillent tous les jours pour vous informer et vous divertir. 14 salariés se trouvent à Sarreguemines, 6 à Bitche, dont 2 nouvelles recrues, Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. 2019 aura été marqué par le déménagement de l'antenne de Bitche, qui se trouve désormais au numéro 38 de la rue du Colonel Tessier. De nouvelles émissions sont également venues enrichir nos programmes, comme Plus de sport, Tranche de vie ou Histoire d'histoire. En plus de ce que nous diffusons quotidiennement à la télé, se trouve notre partie commerciale et malgré une forte concurrence dans ce domaine, nous avons réussi à réaliser en 2019 plus d'1 demi-million de recettes. Le client, c'est le roi et je peux vous le certifier, nous n'avons jamais refusé une prestation. Au final, cet équilibre entre notre mission de service public et notre activité commerciale, nous l'assurons grâce à notre capacité d'organisation et parce que nous pouvons compter sur l'implication et la disponibilité de chacun des membres de l'équipe. Les 2 jambes financières de Mosaïque Cristal, les fonds publics et les fonds privés, nous permettent de bénéficier d'une certaine indépendance éditoriale, étant donné que nous ne dépendons pas exclusivement d'un seul partenaire financier. Cela nous permet de voir l'avenir avec sérénité, tout en essayant au quotidien de nous améliorer et de nous renouveler. Février, on a notre émission. Parfois, ça a du bon de revenir sur les traces de son passé et de voir tout le chemin parcouru depuis. C'était le cas pour une douzaine d'anciens élèves du lycée Simon-Lazare venus épauler les lycéens de Sarreguemines pour la préparation d'un dîner. Une soirée des anciens sous le signe du partage et de la transmission. Reportage. Cappuccino de châtaigne avec crumble pancetta, méli-mélo de légumes cuits et croquants. Un plat coloré pour ouvrir l'appétit des convives au restaurant d'application du lycée Simon-Lazare. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un TP classique. Le concept ce soir, c'est de faire partager un moment fort entre les anciens élèves, les anciens patrons, pour faire découvrir à nos élèves où est-ce qu'on peut arriver dans la transmission du savoir. Donc des moments de convivialité pour nos clients, pour nos élèves, pour nos anciens élèves, puis un moment de retrouvailles aussi parce que c'est important dans notre métier. Traiteurs, sommeliers, cuisiniers, pâtissiers, tous étaient contents de revenir dans cette cuisine qui autrefois les a formés. Je me revois encore il y a quelques années être à leur place. C'est des moments qui sont toujours très, très intéressants, très forts, le fait d'échanger, de partager. Ça fait bizarre, après ça fait plaisir parce que la cuisine n'a pas totalement changé, donc on a encore des lointains souvenirs. Mais ouais, non, c'est plaisant. Parmi les élèves, certains ont osé poser des questions, d'autres ont été plus timides, car impressionnés par la venue de ces talents locaux, comme Mathieu Otto. C'est quand même beaucoup, parce que je me dis quand même qu'il allait au Bocuse, qu'il allait quand même loin dans sa carrière, quoi. Puis avoir la chance de l'avoir pour être commis pour lui, c'est quand même beaucoup, quoi. On commence tous au même endroit et que si on veut, on peut vraiment aller loin dans un métier, quoi. Je trouve que c'est bien parce qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer forcément des chefs qui sont d'ici. L'occasion de glaner de précieux conseils auprès de leurs aînés et de connaître la réalité du terrain pour leur carrière professionnelle. Et c'est surtout aussi pour leur montrer qu'on peut faire plein de choses et que surtout il faut persévérer dans le métier. C'est un métier qui est difficile mais un métier où on prend beaucoup de plaisir. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis sorti de l'école, donc voilà, je viens partager mon expérience, leur montrer que c'est possible de réussir dans ce métier, il faut juste s'accrocher un petit peu. On parle de notre expérience, des entreprises où on a travaillé, les stages où on a pu aller, puis on leur demande pareil, où est-ce qu'ils étaient en stage, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ils se sentent en ce moment dans le milieu professionnel. En dehors des concours, c'était la première fois qu'anciens et nouveaux élèves travaillaient main dans la main
pour une prestation qui s'est voulue de qualité et pleine de saveurs. Et chez nous, la suite des saveurs, c'est dans un instant. On va parler d'amour et de rencontres avec notre invité. Et puis Sandrine va vous proposer plein d'idées de sortie avant un focus sur l'histoire du sel dans le pays d'Albe. A tout de suite. Le saviez-vous ? AVS Santé propose un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella et Melvina Seda, diplômées d'État, vous offrent leurs solutions pour soulager vos déplacements. Elles vous conseillent sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elles thermoformeront une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et pour la fête des amoureux, pensez au chèque cadeau Shop in Sarreguemines. Sandrine, aujourd'hui, concernant les réseaux sociaux, tu as décidé de nous faire partager une découverte. De qui s'agit-il ? Alors, comme la Saint-Valentin approche à grands pas, je voulais mettre en avant un couple d'influenceurs. Et au final, c'est plus qu'un couple que je vous propose aujourd'hui. C'est une famille composée de Marie et Sylvain et de leurs deux enfants, Léon, 5 ans, et Joseph, 2 ans. Et leur particularité, c'est de voyager. L'aventure a commencé pour eux en 2010, quand ils n'étaient encore que tous les deux. Ils sont partis pendant 7 mois faire le tour du monde, 7 destinations au programme. Le Cambodge, la Thaïlande, les États-Unis, le Pérou, le Chili, Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Le seul problème, c'est qu'au retour, ils y ont pris goût au final. Et en 2017, ils sont repartis pour faire le tour de l'Europe. Mais cette fois-ci à 4, avec Léon qui avait 3 ans et Joseph qui avait seulement 2 mois. Alors vous pouvez imaginer que l'organisation était complètement différente. Et si je sais tout ça, c'est tout simplement parce qu'ils le racontent sur leur blog de voyage qui s'appelle Voyage Heureux. Donc ça vous donne un petit avant-goût de l'enthousiasme que vous allez rencontrer grâce à eux. Ils partagent sur ce blog toutes leurs impressions et tous leurs conseils pour vous donner envie de vous lancer et de voyager seul ou en famille. Et vous pourrez constater que leur carnet de voyage est vraiment très impressionnant. Et si ça ne suffit pas à vous convaincre, rendez-vous sur leur compte Instagram sur lequel ils partagent leurs plus belles photos de voyage. Croyez-moi, ça donne envie. Donc si vous avez envie de voyager mais que vous n'osez pas, ils l'ont fait pour vous et vous donnent toutes les clés pour que vous puissiez vous lancer. Merci Sandrine, c'est une jolie histoire et c'est vrai que c'est visiblement un couple qui s'est bien trouvé. Tout à fait. Et c'est pas si simple, notre invité du jour est là pour le prouver. Famille Jameau, vous en êtes la preuve, les agences matrimoniales, ça existe toujours. Eh bien oui, on maintient le cap, on essaye de fournir un service différent. Alors qu'est-ce qui diffère justement des sites de rencontres ? Parce que la concurrence est rude, c'est quoi la différence ? Alors il y a déjà l'aspect matrimonial. Alors matrimonial, c'est le mot mariage, donc non, on n'est pas obligé de se marier. Ça veut simplement dire que les gens que vous rencontrez, ils sont juridiquement libres pour se marier. Ça veut dire que la prestation, elle s'adresse à des gens qui sont célibataires, qui sont veufs, qui sont divorcés. Et par opposition au site de rencontre, on n'écrit pas ce qu'on veut. Là, c'est vérifié à l'entrée. Donc, pas d'aventurier. Voilà, pas d'aventurier. Une vraie garantie et moins de mensonges possible. Quel est le regard du coup que vous portez, vous en tant que professionnel, sur les très nombreux sites de rencontres qui existent sur Internet ? Alors déjà plus de 2000. Je leur reproche de faire croire que c'est facile de faire une belle rencontre ou la belle rencontre. Si c'était si facile que ça, il n'y aurait pas d'agence, il n'y aurait pas de site. Les gens se rencontreraient tous spontanément. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors les gens, justement,
sont vos clients, mais qui sont vos clients? Alors, beaucoup ceux qui ont essayé Internet d'abord. Ouais. Voilà, et puis qui en reviennent. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas aller sur Internet, qui ne veulent pas se montrer. Les professions, c'est tout le monde. C'est comme dans la vraie vie, voilà, c'est chef d'entreprise, artisan, agriculteur, infirmière, prof, retraité, fonctionnaire, enfin, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Les retraités de ces professions-là aussi, voilà. Des hommes, des femmes, plutôt divorcés, veufs que célibataires, mais c'est lié à la tranche d'âge. D'accord. Et alors, quelles sont les étapes? Parce que du coup, ces personnes, pour devenir vos clients, s'adressent à vous. Et ensuite, quelles sont les étapes? Alors déjà, la première étape, c'est un rendez-vous avec moi qui sert à faire connaissance. Donc ça dure une bonne heure et demie. C'est de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent partager, quelles sont leurs attentes. Et c'est justement ce qui me permet de cibler par la suite les personnes qui vont pouvoir leur correspondre. Et en termes de zone géographique, Avenir Complice, vous couvrez quel secteur? Alors il y a le bureau principal qui est à Metz, il y a une annexe à Sarreguemines. Donc ici à Sarreguemines, c'est les environs de Sarreguemines, Bitche, Forbach, un petit peu d'Alsace-Bossu, Saint-Avold et puis un petit peu Sarrebourg. Voilà, en tout cas pas plus loin. Alors du coup, vos clients, grâce à vous, sont amenés à se rencontrer, mais rencontrer quelqu'un, même de manière programmée, en fait, c'est jamais facile. Non, mais c'est programmé, donc on peut au moins essayer de donner une première bonne impression et donner envie à l'autre de nous revoir. Alors pour aider, quelles sont, je ne sais pas, je suppose qu'il y a des circonstances, des conditions un peu idéales? J'ai envie de dire, c'est la même chose que ce que vous m'avez dit ici. On débranche le téléphone portable, on s'intéresse à l'autre, on regarde plutôt le futur que le passé. Ça évite aussi de dire du mal des ex. Puis ça donnera aussi l'occasion d'avoir de la conversation pour les prochains rendez-vous. D'accord. Alors, vous le disiez aussi, faire attention, etc. Est-ce que quand on a comme ça un premier rendez-vous, il faut vraiment se mettre absolument sur son 31 ou est-ce qu'il faut rester plutôt naturel, quitte à être un peu pas... Alors, il y a... une marge entre se mettre sur le 31 si on n'a pas l'habitude de le faire et puis naturel comme le matin au réveil. Voilà, faut pas être déguisé, faut se sentir à l'aise. Voilà, si vous n'avez pas mis un costume depuis 10 ans, quand vous le reprenez, vous êtes boudiné, il va pas. Voilà, je veux dire à ce moment-là une tenue élégante mais qui soit pas trop sophistiquée, qui fasse que vous vous sentiez à l'aise. Tous les goûts sont dans la nature, on le sait, mais un couple qui tient la route et qui tient la route dans la durée, est-ce que pour vous ce sont plutôt deux personnes qui se ressemblent, qui ont énormément de centres d'intérêt en commun ou au contraire deux personnes complètement différentes et qui vont plutôt se compléter ? Alors ça, c'est chaque couple qui a sa recette. Il y a des personnes qui vont venir me demander de partager plein de choses en commun et puis d'autres qui vont trouver normal de les faire séparément, mais à ce moment-là, ils ont de quoi se les raconter. Voilà, pour moi, le couple qui dure, c'est d'avoir des expériences, des souvenirs et puis une vision commune de ce qui va arriver après, quoi, de préparer l'avenir ensemble. Et puis à chacun de construire son couple, mais là, on n'arrête pas de le dire depuis le début de l'émission, on est à la veille de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Est-ce qu'à l'approche de cette date, vous avez une recrudescence d'appels de gens qui sentent peut-être la solitude encore plus que le reste de l'année, quoi ? Alors évidemment, ils se sentent seuls à ce moment-là et on a la même recrudescence pour les fêtes de fin d'année. Oui, d'accord. Bien sûr, oui. Mais évidemment, la solution n'est pas immédiate. Non. Donc, non. ok. En cette veille de Saint-Valentin, quel est le message que vous aimeriez dire à nos téléspectateurs ? Alors, ceux qui sont en couple, bonne Saint-Valentin. Et puis pour les autres, éventuellement de me contacter. Peut-être que pour l'année prochaine, ils auront eux aussi quelque chose à fêter. Ok, et bonne Saint-Valentin en tout cas à vous aussi, et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On poursuit avec notre chronique des sorties, et Sandrine, la Saint-Valentin justement, elle a évidemment inspiré de nombreuses sorties. Oui, à commencer par l'association des Cœurs Éléphants. Alors c'est une date qui leur va bien avec le nom de cette association. Elle organise un concert caritatif Rock and Love. Sophie Pastor, la présidente de l'association, était venue en parler mardi sur notre plateau. Avec elle, on a fait le tour des groupes qui seront présents et on a même diffusé quelques extraits sur le plateau. Alors n'hésitez pas à aller regarder le replay sur notre site internet. Pour ma part, je rappelle simplement les dates. C'est demain soir à la salle des fêtes
de Bettvillers à partir de 20h. L'entrée sera de 12 € sur place et 8 € en prévente sur le site billetweb.fr ou à la table paysanne à Weiskirch, à la Tour des Saveurs 2.0 à Rohrbach ou encore au Shamrock à Gunzenbrück. Alors vous retrouverez toutes ces informations bien sûr sur la page Facebook de l'association. Et dans un tout autre registre, parce que c'est pas du tout le même genre de musique, ce sont déjà les dernières dates pour voir l'opérette de la classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines. C'est ça, les Valses de Vienne, c'est le nom de cette opérette en 3 actes. Après les représentations à Diemringen et à Sarralbe, le Conservatoire vous propose ces 2 dernières dates au Casino de Sarreguemines, vendredi à 19h30 et dimanche à 16h, et l'entrée est libre. Cinéma maintenant, à Putelange, le Foyer des Lacs propose une projection. Oui, c'est ce vendredi avec le film 1917 qui sera projeté à l'espace culturel à 20h. C'est un véritable chef-d'œuvre sur la Première Guerre mondiale qui est filmé en plan séquence. L'histoire et les images, comme vous pouvez le voir à l'écran, sont vraiment à couper le souffle. Un film à ne surtout pas manquer. Profitez-en, l'entrée sera de 4,50 € en plein tarif. Et puis cette saison, le théâtre en plate avec la troupe de Olvin qui a une nouvelle pièce. Oui, alors ce week-end, c'est le club de quilles de Zengbouz qui vous invite à la représentation de la troupe au foyer socioculturel de Zengbouz. Ce dimanche à 15h, donc la troupe de Olvin vous présentera sa pièce Der Schwindelmeier, une comédie en 3 actes de Claude Dreyer. L'entrée est de 8 € et des billets sont en prévente vendredi de 18h à 20h au foyer socioculturel. Et une dernière sortie à ne absolument pas manquer ce week-end. Oui, alors carnaval oblige, ce week-end aura lieu la grande cavalcade internationale de Sarreguemines. Elle aura lieu comme tous les ans dans les rues de la ville et une 50aine de chars et de troupes de musique de toute la France et d'ailleurs viendront pour votre plus grand bonheur. Une nouveauté aussi vous attend cette année pour la première fois dans la région. Une animation va vous faire prendre de la hauteur. J'en sais pas plus et je vous en dis pas plus. Pour découvrir de quoi il s'agit, rendez-vous dimanche à partir de 15h avec évidemment vos plus beaux costumes. Et évidemment, les caméras de Mosaïque Cristal seront de sortie aussi. Merci beaucoup Sandrine pour ta sélection de sorties. Plongeons dans le passé. Histoire d'Histoire s'intéresse aujourd'hui à une ressource qui a fait les belles heures de Sarralbe, le sel. Les 4 salines qui s'y sont installées ont participé au développement économique de la ville. Salzbronn en particulier garde encore des traces de cette histoire. Je vous laisse découvrir et je vous souhaite une très bonne journée. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Depuis la nuit des temps, l'homme a exploité les ressources disponibles en sel. Sarralbe, qui se trouve à l'extrémité nord-est du gisement salifère lorrain, a fait de cette industrie le moteur de son développement. Le sel a longtemps été l'or blanc du pays d'Albe. L'exploitation du sel est avérée à Salzbronn depuis le XIIe siècle. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que Sarralbe et Salzbronn vont être véritablement exploités à travers 4 salines. La première démarre à Salzbronn en 1807. Sur Sarralbe, effectivement, il y a eu 4 salines. Hein. Et Salzbronn, on a eu 2. C'est un Allemand qui est venu de Württemberg, le monsieur de Thon, hein, qui a acheté donc les concessions, vu que c'était très ancien et il a réussi à acheter ça, donc en 1825. Et géologiquement, on savait que dans le sous-terre, il y avait les rochers de sel. Et à ce moment-là, ils ont fait les premiers sondages. Et effectivement, à 200-230 mètres, ils sont tombés sur le sel. Le sel, on sortait la saumure. Donc cette saumure, il fallait la mettre dans des grandes marmites, hein, pour faire évaporer l'eau, et le sel précipitait. Donc les sauniers tiraient le sel avec des grands racloirs
hein, et avec des pelles trouées, des grandes pelles larges, trouées en écumoire. Il sortait le sel de cette eau qui était vers les 100 degrés, donc légèrement, ouais, pratiquement ébullition, et il le jetait au-dessus des poêles, hein, pour sécher. Hein, et le lendemain matin, leur premier boulot, c'était de récupérer ce sel-là, de le mettre dans des lauriers et de le mettre dans les chambres de stockage. Lorsque les salines ont commencé, lorsqu'ils ont le droit, je crois qu'ils n'avaient droit qu'à 24 000 tonnes par an. Et effectivement, parce que c'était des rivalités ou des trucs commerciaux déjà à l'époque. Hein. Bien sûr, par la suite, on a extrait beaucoup plus. Une autre saline voit le jour juste en face, la saline Gagnereau en 1843. La même année, c'est au Haras que les sondages sont faits. Les salines, ils avaient un mur de 2,50 m, 3 mètres autour, hein, et l'ensemble des deux salines était fermé. Hein, et il y avait des gardes de sel, hein, effectivement, et c'était une denrée rare. Gilbert Schuster est un enfant de Salzbronn. Les salines, il les connaît bien. L'une d'elles a été son terrain de jeu. C'est les vestiges d'un ancien four, hein, et on voit où il faisait le feu certainement, c'est-à-dire pour chauffer en dessous. Hein, mais ça devait être très très ancien. Vous avez joué ? Je jouais avec les ouvriers, on tirait le sel, donc ce qui est, je dirais, impensable maintenant. Faut se rendre compte quand même qu'on était sur de l'eau vers 100 degrés et hein, c'était super dangereux. Mais étant gosse, hein, et vu que le cousin habitait dans les salines, hein, son papa travaillait, était comptable au bureau, ça faisait que nous étions libres. À cet endroit-là même, c'était les grands bassins de décantation. C'est là où la saumure arrivait des sondages pour se décanter, pour que les boues, tout ça, restent au fond. De ce côté-là, jusqu'au bord de route, il y avait, comme partout, la grande muraille de 3 mètres de haut qui clôturait l'ensemble. Il y avait un très grand bâtiment et c'était certainement les premières chaudières qui étaient là-dedans et les premières meules à écraser le sel pour faire du sel fin. Un peu plus loin, on voit remonter la digue. Ça, c'était l'entrée du chemin de fer. C'est par là que le charbon venait, hein, par wagon. Et aussi, ils chargeaient des wagons avec des sacs de sel pour expédier le sel. Tout le long de la butte que nous voyons là, c'était les grands bâtiments avec les grandes chaudières. Hein. Et il y avait un deuxième bâtiment qui était en angle droit là-dessus, pareil, avec les grandes chaudières dedans pour évaporer, c'est-à-dire pour faire le sel. Et il y avait de ce côté une cheminée d'une 30aine de mètres et une très grande cheminée et une de 25 mètres sur l'autre bâtiment. Mais les salines, je ne sais pas exactement, mais il y avait au moins quand même 50 personnes d'un côté et 40 dans l'autre saline. Hein. Et la saline du Haras devait avoir le même nombre d'ouvriers, de personnel. Avec les salines, c'est aussi la naissance du thermalisme. On prendra les eaux à Salzbronn de 1897 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un système allemand, parce que dans toutes les salines allemandes, il y avait à côté du thermalisme. Donc c'était les salines, je dirais, modernes, et le thermalisme a été importé par ces gens-là qui sont venus du Bade-Württemberg. Et donc effectivement, jusqu'en 18, il y avait les thermes à Salzbronn,
dont on utilisait l'eau de la source et l'eau, les eaux mers, voilà, les eaux mers, qui était le reste lorsque le sel était sorti par évaporation. Donc il y avait une concentration de différentes autres sels qui ne se précipitent pas mais qui restent dans l'eau dissoute. Et c'est avec ça qu'il y avait les bains. Ben, là, nous sommes devant la source d'eau salée, donc un forage qui avait été fait pour prendre de l'eau salée vraiment, mais ils ne sont pas tombés vraiment sur le sel, ils sont tombés plutôt sur des trucs sulfatés. Donc, et l'eau a jailli à 70 mètres de profondeur en source naturelle. Après, ça a été exploité par le docteur Schmitt à l'époque, en 1868. D'ailleurs, il a écrit un livre là-dessus. Et c'est en soin pour boire, c'est-à-dire que ce n'était pas en bain. Le grand chamboulement social à Sarralbe et le véritable développement de la ville, c'est l'arrivée de Solvay en 1886. D'abord saline, l'entreprise deviendra soudière et profitera de l'emplacement privilégié de Sarralbe au carrefour des voies de communication. C'était un ingénieur belge, donc eux, ils avaient déjà inventé, c'est-à-dire ils avaient le procédé Solvay pour faire la soude. Donc ils ont développé cette soudière à Sarralbe, vu il faut du sel, il y avait les calcaires dans les environs, donc qui n'étaient pas trop loin, et le charbon de Sarre. Le chemin de fer était là à ce moment-là, et les péniches, ils avaient fait le canal de la Sarre, canal des Houillères. C'était la belle industrie, c'était une grande industrie. On était quand même, à un moment donné, 700 personnes. Donc c'était assez important. Solvay a tout changé parce que Solvay, c'était déjà le social tout de suite au départ. Solvay a construit les cités. Solvay a construit la salle de sport, salle de spectacle, et Solvay avait même la musique, ils avaient le sport, ils avaient le football. C'est eux qui maîtrisaient l'ensemble. C'est socialement qui ont fait progresser Sarralbe. Solvay n'avait pas qu'à Sarralbe les usines. Ils avaient celle de Dombasle qui a été à ce moment-là rénovée et en capacité très augmentée, donc c'était la condamnation de Sarralbe. Les salines ont cessé leur activité l'une après l'autre. En 1983, c'est la fin de la piste 200 de Solvay. On aura ainsi, en un peu plus d'un siècle et demi, extrait quelques 10,6 millions de tonnes de sel du sous-sol du pays d'Albe. Maintenant, de Solvay, il reste n'importe comment Solvay a tout vendu et c'est passé en pétrochimie. On fait le polyéthylène et le propylène, et les salines ont complètement fermé. Les salines, il n'y a absolument plus rien. C'était un village automatiquement vivant, vu qu'il y avait du monde qui travaillait. Donc dès qu'il y a travail, ça fait que ça bouge et ça évolue, ça travaille, quoi. Aujourd'hui, il reste des souvenirs. Quelques bâtiments, une source au fond d'un vaste espace vert et un nom, Salzbronn, qui rappellera à jamais aux passants l'or blanc du pays d'Albe.